à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Didacto. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure bien remplie avec 20 jeux que vous allez découvrir pour des ludothèques bien sûr, mais aussi des familles, des enseignants et tous ceux qui aiment jouer. Va se dérouler cette heure passée ensemble? Comme d'habitude, Étienne et Laurence vont vous présenter chaque jeu dans le détail. Il y aura des jeux de stratégie, de coopération, d'imagination, d'observation, de mémoire. Bref, il va y en avoir un peu pour tous les goûts et pour tous les publics à partir de 3 ans. Comme vous le savez, ce sont des jeux que nous testons tous avant de vous les présenter, qu'on repère sur des salons ou auprès de nos éditeurs. Alors pour moi, c'est une grande première. C'est la première fois que j'ai la joie d'animer ce webinaire. Donc, je vous demande toute votre indulgence parce que je tâtonne un peu niveau technique. Voilà, il va falloir que je gère les passations de parole et les partages d'écran. Merci par avance. En revanche, Sabine est toujours là. C'est elle qui gère toutes vos commandes et c'est elle qui est votre partenaire, enfin en tout cas votre interlocuteur privilégié si vous avez des questions. Pendant le webinaire, vous pouvez nous poser des questions en direct avec le petit Q&R que vous retrouvez en bas de votre écran. Et selon la nature de la question, on essaiera de répondre en direct ou à la fin du webinaire. Vous recevrez aussi à l'issue du webinaire le petit lien du replay et le catalogue de tous les produits qu'on vous aura présentés au format PDF. Nous allons aussi essayer de tenir notre timing, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Étienne pour une petite introduction. Étienne, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là nombreux. On est ravis de vous retrouver. Je vais être très court parce qu'on a beaucoup de jeux à vous présenter. Amélie, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage entre quand je parle et ce que j'entends. Est-ce que tu me le confirmes ou pas? Entre mes Non, lèvres pour moi, c'est et... OK. Ah, pour toi, c'est OK. OK, banco, je continue. Euh, donc, toute petite présentation de Didacto au cas où certains peut-être ne nous connaîtraient pas. Donc, Didacto, c'est trois sites internet. Didacto.com pour les jeux et outils éducatifs et pédagogiques pour les 3-12 ans. Berous, be20us.com pour les 0-3 ans et un site dédié spécifiquement aux collectivités en marché avec nous. Parce qu'en effet, notre spécialité, c'est que on travaille globalement avec les professionnels qui ont besoin de jeux dans leur activité. Donc, c'est d'abord les écoles maternelles et élémentaires, les structures de loisirs, les ludothèques et les médiathèques, c'est pour ça que vous êtes là, euh, dans toute la France, aussi des orthophonistes, des psychomotriciens, etc. Et évidemment, pourquoi pas, des particuliers qui souhaitent venir acheter des jeux de qualité, et on en a plein au moment de Noël, mais nos partenaires principaux, ce sont les professionnels, écoles, ludothèques, médiathèques, centres de loisirs. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on est totalement 100% à votre disposition. Si vous avez des devis, des demandes spécifiques, etc., avec, en effet, Amélie l'a dit, avec Sabine qui est aux manettes. Euh, on travaille avec plus de 200 éditeurs, donc on peut fournir globalement pratiquement toute la production française, tout ce qui n'est pas jeu expert, on va dire. Et lorsque des jeux, lorsque certains jeux, on a choisi de ne pas les référencer sur le catalogue Didacto, on est la plupart du temps en capacité également de de vous les fournir. Donc là, je m'arrête là. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos demandes sur l'adresse email contact@didacto.com contact@didacto.com. Et cette sélection de 20 jeux qu'on va vous présenter, c'est vraiment une petite sélection de nouveautés milieu, fin d'année, parmi une sélection bien plus grande qui ont intégré nos sites et nos gammes depuis quelques mois. Donc plein de jeux de qualité, on y va et je donne la parole tout de suite à Laurence pour le premier jeu. Alors, je vais reprendre momentanément la parole pour vous présenter le premier jeu. J'active le partage. Voilà, il s'agit de mon coffret à jouets
qui est un jeu coopératif de dextérité avec un plateau de jeu représentant un coffre à jouets placé à la verticale. Et donc l'objectif pour les enfants, ça va être de réussir à ranger son coffre à jouets sans tout faire tomber. C'est un jeu tout aussi mignon que bien fait et qui s'adresse aux enfants à partir de 2 ans. Laurence, je te laisse continuer et rentrer dans le détail sur ce jeu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette fin d'année. Alors, ce petit jeu est effectivement fort charmant. Alors voilà, une petite vue de côté. Vous voyez, en fait, il y a le... Voilà, ça c'est l'endroit où on va ranger nos jouets. Et ça va être les petits plateaux sur lesquels on va les ranger. Alors, il y en a un avec des trous, plus difficiles, et celui-ci est plus grand. Et vous voyez sur le tour de la boîte de jeu, il y a indiqué les jeux qu'on va ranger. Donc, on peut en mettre plus ou moins selon l'âge des enfants. Voilà, on va dire qu'on est tout petit et on va commencer par un côté où il n'y a pas beaucoup de jouets à ranger. Les jouets, ils sont là. Alors, au départ, comme ça s'adresse à des enfants des 2 ans, bah, c'est du jeu libre, hein. On va regarder, ah, c'est un ballon, je le mets là, etc. Puis, on va introduire la règle. Alors, on peut donc commencer avec des listes assez courtes. On peut ne pas mettre ces choses-là qui sont très vilaines parce qu'elles mangent de la place. C'est aimanté, hein. Ça mange de la place sur notre plan de rangement. Et donc, quand on joue pour de vrai, eh bien, violet, je vais prendre un objet violet. Donc, je prends un objet violet. Oh, le beau maracas. Parce que figurez-vous que dans tous ces jolis objets, il y a des vilains lutins qui vont prendre toute la place dans mon rangement. Là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé tout de suite le maracas. Maintenant, je cherche le chapeau de sorcière. Chapeau de sorcière, ouais, j'ai trop de la chance. Voilà. Mais vous voyez, si j'étais arrivée là-dessus d'abord, c'était un petit lutin. Et le petit lutin, eh bien, ma foi, j'étais obligée de le mettre là et il me prenait de la place. Et l'objectif, c'est d'arriver à tout ranger sans que ça tombe. Voilà, un chouette jeu de manipulation au zoo. À toi, Amélie. Merci Laurence. Alors, on enchaîne avec Zim, Zam, Zoom. C'est un jeu de stop ou encore qui fait également appel à la mémoire avec un petit jeu de memory intégré à un jeu de dés. Je vous montre la couverture du jeu et les cartes en gros plan. Laurence, je te donne la main. Alors, donc, on place 12 cartes face cachée sur la table. Voilà. Et sur le dé, alors sur les cartes, je vais vous montrer. Sur les cartes, on a des cacatoès, des écureuils et des ratons laveurs. Et on en a ou un, ou deux, ou trois. Voilà. Chaque joueur à son tour va jeter le dé qui va faire apparaître un des trois animaux. Donc voilà. Hop. Ah, ça, c'est l'écureuil, donc je dois montrer un écureuil. Ah, ah, ah. Je retourne une carte. Ah, j'ai pas d'écureuil. Donc voilà, c'est au joueur suivant. S'il y avait eu un écureuil, bon, admettons, là je triche pas du tout, non, non, non. Voilà, là j'ai bien trouvé un écureuil. Maintenant j'ai le choix ou de gagner la carte et on la remplace par une carte de la pioche, ou de rejouer. Donc au départ c'est un peu dangereux parce qu'on connaît rien, mais au fur et à mesure qu'on a repéré quelques cartes, on peut tenter sa chance. Et puis dans les stops ou encore, les enfants ils aiment beaucoup rejouer, hein. Voilà, même si parfois ça les fait perdre. Donc voilà pour ce petit jeu Zim Zam Zoom, tout simple et tout mignon. Archéo, le prochain jeu. C'est un jeu coopératif de fouilles archéologiques. Et là, les enfants deviennent des petits paléontologues en herbe. Ils vont creuser à la pelle ventouse sur un plateau de jeu à plusieurs étages et au fur et à mesure, ils vont découvrir des fossiles de dinosaures. Des fossiles. Je vous montre la couverture ainsi que l'ensemble du matériel de la boîte et vous pouvez voir d'ores et déjà que le plateau possède plusieurs étages qui se découvrent au fur et à mesure du jeu. Laurence, je te laisse continuer. Oui, alors,
Voilà, donc ici on a notre terrain de fouille, il y a 3 couches ou 4, je ne sais plus. Ici, c'est nos puzzles à compléter. Chaque joueur a une brouette, très utile une brouette quand on fait des fouilles. Et on a aussi tout un paquet de pelles que l'on va aussi autour de la boîte. Alors, on a la petite pelle. Alors, voilà, on a la petite pelle ici. Et chaque joueur à son tour va boucher le petit trou là et mettre la pelle ventouse sur une case et la prendre. Ah ah, qu'est-ce que j'ai pris? 4 cailloux. Alors ça, 4 cailloux, c'est pas très bon. Il faut les évacuer. Donc, soit j'utilise ma brouette pour emmener les cailloux, mais là je vais le faire parce que 4 cailloux quand même, c'est beaucoup. Ou soit les cailloux me cassent une pelle. Voilà. Au joueur suivant, hop, il va aller prendre une tuile et lui a un caillou. Donc voilà, donc au fur et à mesure comme ça, on vide le jeu. Et vous voyez, de temps en temps, on va récupérer un morceau de puzzle. Donc là, hop, on va les mettre en place. On peut récupérer aussi d'autres brouettes, très utiles si on n'en a plus. Et puis, il y a aussi, alors la loupe, ça permet d'aller regarder une autre case. Donc ça va permettre d'aider globalement le jeu. Et puis, on a aussi des marteaux. Donc, quand on prend des marteaux, ça permet de réparer des pelles. Donc, voilà. Donc, on fouille comme ça. Vous voyez, après, là, il y a encore une autre couche. Voilà. Et puis, en dessous, il y a encore une autre couche. Et puis, et puis au fond, on trouve aussi des œufs. Alors, je peux vous le montrer. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et tout au fond, alors là, dans cette case-là, il n'y en avait pas. Il y a aussi des œufs qui vont permettre de marquer des points. Non, ah si, là, voilà, vous allez voir un petit œuf. Voilà. Et au fond, il y a 4 petites choses à gagner. Un œuf cassé qui vaut rien, une pierre qui vaut rien et 2 œufs comme ça qui valent 2 points. La partie s'arrête si on n'a plus de pelle. Et puis là, on a perdu, mais on a marqué un score en fonction de là où on est rendu dans le jeu. Et on a complètement gagné si on a fait tous les puzzles et qu'on a trouvé nos 2 œufs. Voilà pour Archéo, donc un jeu 100% ludique. Merci Laurence. On enchaîne avec un petit jeu de cartes qui s'appelle Bout Party. Là, on est sur un jeu d'observation et de mémoire sur le thème des monstres et des fantômes. Donc, il est vraiment hyper sympa parce qu'il est hyper attrayant dans son graphisme et dans ses cartes, vous allez le voir. Je vous montre sa boîte et quelques cartes en gros plan. Et comme vous pouvez voir, il y a une carte qu'on ajoute sur l'autre et ça crée des associations et des monstres qui se déguisent et c'est assez rigolo. Je ne vous en dis pas plus et je passe la parole à Laurence. Alors, regardez cette jolie boîte. Et voyez le fond de boîte aussi. Moi, j'aime bien quand les jeux sont soignés comme ça jusqu'au bout. Donc, on a des tuiles qui correspondent qu'on va distribuer. Voilà. Donc, il y a un enfant qui sera la voyante et les autres seront des monstres, tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc, voilà. Imaginons que je sois ce monstre-ci. On a la voyante. Et vous avez là au milieu de la table tous les déguisements qui existent pour cette fête déguisée. Et la voyante, elle a des cartes ici avec les mêmes déguisements. C'est un jeu de mémoire. Donc, la voyante va montrer. Voilà, un déguisement, là c'est le déguisement de la sorcière. Et elle va fermer les yeux pendant quelques secondes. Et pendant ce temps-là, tous les monstres vont vite, vite, vite se déguiser. Mais il ne faut pas qu'ils prennent le déguisement de la sorcière qui est celui-là. Donc hop, moi je me déguise comme ceci, vous voyez, c'est très saignant. Celui-ci se déguise comme cela, etc. La sorcière ouvre les yeux et inspecte les déguisements des monstres. Si elle estime que c'est pas un déguisement qu'elle a montré, elle dit rien. Elle retire une autre carte. Donc, on n'a toujours pas le droit d'utiliser le déguisement sorcière et on n'aura pas le droit non plus d'utiliser ce déguisement luciole. Et elle referme les yeux et vite, 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 les petits monstres se déguisent. Ils sont obligés de changer de déguisement. Donc, au fil de la partie,
le nombre de déguisements interdits va monter. Si à un moment donné, la voyante se dit, ouh, mais je l'avais vu ce déguisement-là, elle va confronter le monstre et rechercher le déguisement parmi ses cartes. Si elle avait raison, les monstres ont perdu. Si les monstres arrivent jusqu'à la fin des cartes sans jamais se tromper, ils ont gagné. Voilà pour le petit jeu bout parti. Et Amélie, on enchaîne avec le jeu suivant. Il s'agit de Caballo. Caballo, c'est un jeu de parcours autour d'une course de chevaux. Et là, les joueurs vont devoir choisir entre une allure prudente au trot ou en prenant plus de risques en allant au galop. L'idée est de pouvoir franchir la ligne d'arrivée en premier. Donc avec une belle boîte, on est chez Djeco. Et là, on peut voir tout le matériel de la boîte, le grand plateau et tous les jetons. Laurence, je te laisse la parole. alors, donc chacun a un petit cheval en bois et il met devant lui la figurine, enfin un jeton du même cheval. Voilà, comme ça, on sait bien qui a quoi. Et les chevaux vont partir d'ici. Voilà. Alors, on a les dés qui permettent de trotter et les dés qui permettent de galoper. Au départ, il est prudent de trotter parce qu'on a un dé qui va nous dire, voilà, je peux rejoindre la cocarde. Donc voilà, hop, je rejoins la cocarde. Et il y a un dé avec des effets. Et l'effet du dé bleu, ça va être qu'on va gagner des jetons d'énergie qui sont symbolisés par des jetons carottes. Voilà. Et alors, on peut en gagner deux ou trois ou un. Et à un moment donné, si on s'estime assez costaud parce qu'on a pas mal de jetons d'avance, on va pouvoir galoper. Alors, si je galope, vous voyez, si j'arrive là-dessus, deux bottes, bah, une botte, deux bottes. Donc, forcément, ça avance vite. Mais le dé effet va me dire que je dois deux carottes. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire un peu de stock. Et puis, on a aussi les sauts d'obstacles. Alors, les sauts d'obstacles, il faut que j'ai un cheval en forme. Et ça, c'est marqué derrière les jetons carottes. Mais je ne le sais pas. Donc, imaginons que j'ai un saut d'obstacle. Eh bien, pour être à peu près sûr d'y arriver, je vais utiliser deux carottes. Et là, je regarde et il y en a un qui dort et un qui saute. Donc, je peux sauter mon obstacle. Voilà. Si on n'y arrive pas, bah, on reste sur place. Donc, voilà, c'est un genre de petits chevaux, mais à revisiter avec des choix à faire et puis beaucoup plus dynamique. Voilà pour Caballo. Merci Laurence. On enchaîne avec un jeu qui s'appelle Castelboom. Le voilà, c'est un jeu de mémoire et de dextérité. L'objectif, c'est de construire des tours et de gagner des pièces d'or. Voilà la boîte. Les pièces qui vont être les éléments à construire. Et voilà ce que ça peut donner quand une partie est en cours. Étienne, je te passe la main. Merci. Donc c'est un jeu pour 5 ans et plus, et donc on est parti des âges les plus bas et on va au fur et à mesure évidemment aller dans des jeux un peu plus complexes comme on le fait à chaque fois. Un truc que je voulais souligner qu'on va retrouver dans les quelques prochains jeux que je vais proposer, c'est que c'est vraiment l'effort des éditeurs pour être de plus en plus écolo, avec des petits sacs en papier qui remplacent les petits sacs plastiques, ou alors quand c'est du plastique, c'est du plastique recyclable, ou alors biosourcé, fait en matière végétale. Donc ça, on le sent, et on le sent en particulier là dans les deux prochains jeux chez Kiwizu. Kiwizu, donc c'est un nouvel éditeur, ça fait plusieurs jeux qu'on référence, ce sont deux transfuges de Djeco qui ont créé leur propre maison d'édition, et ça fait des petits jeux vraiment de qualité. Donc là, on a un jeu de mémoire et de construction slash motricité. Euh, le château de la princesse s'est effondré et il va falloir le reconstruire. Donc chacun, à son tour, va devoir aller chercher des pièces pour le reconstruire. Donc je vais retourner une de ces petites pièces qui représente un escalier, hop, rouge, avec une petite pièce d'or qu'on voit là. Je la retourne et je choisis de continuer jusqu'à ce que je me trompe. Donc là,
hop, pas de pot, c'est un jaune. Donc ça s'arrête là. Je retourne à nouveau la pièce. Donc le joueur suivant qui, lui, sera pour la tour jaune, saura que là, il y a quelque chose qui est en jaune. Moi, de mon côté, puisque j'ai pris une et une seule petite tuile rouge, je peux prendre dans la boîte euh, un mur, une partie de ma tour, et je pose dessus la petite tuile rouge que j'ai pris et j'embarque une pièce d'or, et c'est les pièces d'or à la fin qui feront qu'on sait qui a gagné. Il y a aussi des petites d'autres tuiles, voilà, et des tuiles avec, je retrouve plus ce qu'il me faut, mais des tuiles avec pop, 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 des tuiles multicolores qui sont un peu des sortes de jokers. Donc au fur et à mesure, simplement, la tour de chacun va grandir et on va récolter des pièces d'or en espérant que ça ne se casse pas la figure. Voilà ce que ça donne et c'est assez stable. Donc, on réussit à faire grandir sa petite tour rouge comme ça au fur et à mesure. Donc, petit jeu tout simple pour des parties aux alentours de 10 à 15 minutes. Voilà pour Castleboom. Et on enchaîne avec un nouveau jeu qui s'appelle Peak Challenge. Le voilà. Il s'agit d'un jeu de parcours en 3D dont le but est de gravir la montagne et d'atteindre le sommet du mont Haut. Il s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Voilà la boîte du jeu. Les différents éléments du jeu, vous pouvez d'ores et déjà voir les différentes pièces du jeu en 3D qui créent un véritable parcours. Et là, on a un petit focus sur le plateau. Et je laisse Étienne rentrer dans le détail. Voilà, comme je vous le disais, donc hein, on a un petit sachet en petit truc biosourcé, c'est très sympa. Donc là, on a comme un petit jeu, c'est un jeu de parcours, comme un petit jeu de loi en quelque sorte, mais avec un petit twist. Plusieurs petits twists. Le premier twist, c'est que donc l'idée, ça s'appelle Peak Challenge, c'est toujours à partir de 5 ans. Et donc on grimpe une montagne, un pic comme dans les Pyrénées. Et en fait, chaque élément qui compose le parcours on ne le voit pas très bien sous cet angle-là, on le verra peut-être mieux si je me mets de côté. Vous voyez, on part d'un élément tout plat et au fur et à mesure, c'est de plus en plus haut. Donc il y a un petit truc de relief, c'est sympa, on progresse comme ça aux alentours, au fur et à mesure du parcours, de plus en plus haut sur la montagne. Et puis bah voilà, on a à chaque fois, chaque personne a trois cartes montées. Il va choisir laquelle il joue. Donc les cartes montées permettent soit de monter directement, par exemple là, deux, trois cases. Hop, une fois qu'on est monté de trois cases, on applique il va choisir la carte, pardon. Le joueur choisit la carte qu'il choisit d'appliquer en fonction de là où il arrive. Par exemple, s'il arrive sur un champignon, ah, c'est une carte chance. Donc, il va lancer le dé et soit avancer à nouveau du nombre, je vais le mettre avec la bonne quick au-dessus. Voilà, avancer à nouveau du nombre de points indiqués par le dé, ou alors si on arrive sur le rouge, ah là, il prend une carte descente. Une carte descente où il va à nouveau dégringoler la montagne. La carte marmotte, la carte. Il y a quand il est sur le trèfle à quatre feuilles ou sur le petit feu de bois, il échange avec un autre participant. Enfin voilà. À chaque fois, il y a des petites actions. On a des cartes montées, on a des cartes descentes ou on a des cartes chance. Donc c'est assez rythmé. Et pour 5 ans, c'est parfait. Ça leur fait un petit jeu de parcours animé, imaginatif et où en plus, il y a des petites décisions à prendre sur à chaque fois la carte qu'on joue parce que chaque carte qu'on joue, on arrive à chaque fois sur une carte, une case différente et ça a des effets sur nous ou sur les autres joueurs. Donc, euh, donc voilà, très, très bien fait, en effet, comme un petit jeu de parcours, un petit jeu de loi un peu plus complexe à partir de 5 ans. Le jeu suivant s'appelle L'arbre aux trois élixirs. Le voilà. Donc là, on est dans un jeu magnétique de course et de mémoire parce que les joueurs vont essayer de grimper sur l'arbre des merveilles. Et l'arbre des merveilles est un plateau de jeu incliné et aimanté qui permet de choisir un chemin. Et en fonction de là où se trouvent les bons aimants, voilà, il faut se souvenir du bon chemin et surtout, il faut essayer de ne pas tomber et d'arriver en premier tout en haut.
Donc, la boîte ressemble à ça et le plateau incliné ressemble à ça. Voilà. Et c'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Vas-y, Étienne, c'est à toi. Bon, voilà, regardez comme il est beau. Un très bel arbre magique sur lequel les petits elfes, je le rapproche de la caméra, les petits elfes vont devoir grimper. Ce sont des petits elfes aimantés. Et donc, cet arbre, sur les côtés de l'arbre, on a des petites encoches, voilà, dans lesquelles on va glisser des petites barres qui, elles, sont aimantées. Donc, on a 9 barres, il y a 8 encoches, donc on peut éventuellement en perdre une, mais c'est pas recommandé. En tout cas, on les met dans n'importe quel ordre et donc on sait que l'arbre n'a jamais la même configuration. Donc là, j'ai fait exprès d'en laisser dépasser, c'est pour vous montrer comment ça se passe, mais normalement, hop, on les enfonce tous à l'intérieur et donc l'arbre est bien prêt. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur chaque partie de l'arbre, je vais le rapprocher un petit peu, donc sur chaque étage de l'arbre, par exemple cet étage-là, il y a un, deux, trois petits points et il y en a un seul, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là qui sera aimanté. Donc, on part de la base de l'arbre, je choisis un des trois ronds, tac, celui du milieu, c'est bon pour moi. Hop, vous ne me voyez pas, je remonte un peu le truc. Hop, voilà. Et ensuite, bah, c'est un stop ou encore. Donc, je choisis de tenter avec à nouveau celui du milieu, par exemple. Ah, ça marche pas, et ben je redescends au suivant, et je redescends au précédent, et c'est au joueur suivant, lui, de tenter le coup. Donc, il va essayer d'aller se mettre non pas sur moi, mais d'aller se mettre là, hop, là, ça marche. Et le joueur suivant, etc. Et donc moi, le prochain coup, je me souviendrai que là se trouve l'aimant, et puis après là, et puis après là. Il y a aussi une petite pomme de pain. Quand on arrive sur une case où il y a une pomme de pain, eh bien, on la récupère, et ça nous fait un un petit joker. Si ensuite on se casse la figure, chaque petit lutin a également un petit effet magique. Euh, Bloom provoque un orage, tous les elfis tombent en bas de l'arbre. Grâce au vent qu'elle a provoqué, l'une échange sa place avec un autre elfie, etc. Donc chacun a un petit pouvoir magique. Donc au fur et à mesure, comme donc dans un stop ou encore, eh bien, on va grimper tout en haut de l'arbre et les petits effets magiques vont prendre effet et c'est très sympa, très joli et les enfants adorent comme ça grimper et se souvenir du chemin pour monter le plus vite possible tout en haut de l'arbre. Donc une belle réussite graphique, un jeu simple mais pour 5 ou 6 ans c'est vraiment parfait et graphiquement il est très très beau. C'est chez Nathan. Et on enchaîne maintenant avec Pachalama. Pachalama, c'est un jeu de stratégie sur un plateau en 3D. Les joueurs sont des lamas qui traversent la cordillère des Andes pour troquer leurs fèves de cacao contre des aliments. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Voilà la boîte. Le jeu, donc comme vous pouvez voir en différentes parties et en volume. Et les petits pions avec les jetons de cacao, de fèves de cacao, et au retour, les jetons de nourriture. Étienne, je te laisse aller plus dans le détail. Merci, je suis pas tout à fait prêt, mais c'est pas grave. Donc en effet, encore un jeu de parcours original, mais regardez comme il est beau. Le parcours est magnifique, il est très grand. Et on a chacun, hop, je vais le mettre par-dessus, on a chacun un petit lama, voilà, en bois, super mignon. Et le petit lama va partir, je vais repartir sur le côté, quick, voilà. Le petit lama va partir du village là-bas avec à l'intérieur ces deux petites cosses de cacao. Voilà. Et donc, il y a des cases sur le parcours, et lui doit aller complètement de l'autre côté. Il part du village, il va à la ville pour aller ramasser ses cosses de cacao, et puis euh, rapporter au village un certain nombre d'ingrédients qui sont, par exemple, là-dessus. Donc là, on a euh,
du maïs, du poisson et différents petits avocats ou piments ou je ne sais quoi. Voilà. Donc on lance les 2 dés, ils sont là. On lance les 2 dés et on va avancer classiquement du nombre de dés ou moins. D'ailleurs, si ça m'arrange, je peux avancer de moins. Et après, il y a plein de petits twists qui sont vraiment sympas dans ce jeu. Là, vous voyez, j'ai 3 trucs à ramener chez moi au village. On a dit, hein, tac, tac, le poisson, le maïs, etc. Simplement, il n'y a que 2 encoches dans le lama. Donc, ça va pas me suffire de faire un seul aller-retour à la ville pour échanger mes cosses mes cosses, on n'a pas tout dépunché, mais toutes les cosses de cacao au village sont là et tous les aliments sont là, ils sont plutôt côté ville. Ça va pas me suffire de faire un seul aller-retour, il faudra que j'en fasse plusieurs. Donc, je vais à la ville, j'échange mes cosses de cacao contre des aliments, je reviens, et éventuellement, je fais un autre aller-retour. Sauf que, au passage, sur le chemin, il y a peut-être d'autres adversaires qui ont laissé tomber des autres aliments que je pourrais récupérer. Il y a des cartes chance. Je peux aller voler des aliments aux uns et aux autres. Je peux aller. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Enfin, il y a plein de petites actions comme ça qui fait que, au-delà d'être un très beau jeu de parcours et de récupération de ressources, il y a plein de retournements et de petites situations vraiment inattendues où, voilà, par exemple, le système pour avancer. Si j'ai que mes 2 coches de chocolat, je vais vite, je suis léger, donc j'utilise les 2 dés. Si j'ai récupéré un aliment sur les deux, eh bien là, j'utilise que le dé le plus grand. Si j'ai récupéré que 2 aliments pour retourner au village, là, je suis très lourd et j'utilise plus que le dé le plus petit. Donc plus je suis chargé, moins j'avance vite. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui se prêtent à plein de retournements dans ce jeu qui, graphiquement et dans son système de jeu, nous a beaucoup plu. Donc voilà, Pachalama. Merci Étienne. Et on enchaîne maintenant avec la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, c'est un jeu d'observation où les enfants construisent un gâteau à plusieurs étages et ils vont devoir choisir les bonnes tuiles colorées pour connecter les couleurs entre les différents étages de leur gâteau pour gagner des points de victoire et gagner la partie. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Je vous montre la boîte et l'entièreté du matériel. Et Étienne, je te laisse la parole. Merci. Donc c'est un jeu qui a eu le Spiel l'an dernier. C'est un jeu très original et en fait c'est un premier jeu de deck building à partir de 6 ans. Donc on a là chacun la base d'un gâteau avec différentes petites couches verticales. On a sa petite provision de sucreries dans différents bocaux. J'ai au départ du jeu 7 tuiles, donc là j'en ai 2 devant moi et 1, 2, 3, 4, 5 autres qui sont sur le côté. Chaque joueur c'est la même chose. Et chaque joueur va devoir choisir une tuile qui va mettre au-dessus de son gâteau, de son départ de gâteau, voilà comme ça par exemple. Oui. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de colonnes avec lesquelles il y a une correspondance. Évidemment, là, on voit que le rose, dans les deux parties du gâteau, ça fonctionne bien ensemble. Le orange aussi, ça match. Les autres couleurs, il n'y a pas de correspondance. Le vert est à un bout et à l'autre bout, voilà, ça, c'est pas connecté. Et donc, en fonction des connexions que je n'ai pas le droit de tester, c'est juste en le voyant, je me dis, celle-là, elle va bien marcher. Donc, hop, je l'ajuste. Et ensuite, alors parfois, on est très juste, hein, parce à 1 millimètre près, ça ne marche plus. Là, par exemple, le orange qui marchait, là, il ne marche plus. Euh, et ensuite, donc, on récupère sur les petites. Lorsque c'est connecté, eh bien là, par exemple, je vais récupérer un petit cristaux de sucre rose. Et 2 petits cristaux de sucre orange et une étoile. Donc là, ça vaut quand même le coup. Les petits cristaux de sucre que je récupère, il y en a une centaine hyper mignons dans une boîte. Tac. Je vais les glisser dans mes petits bocaux. Et lorsque j'ai suffisamment de cristaux qui doivent être tous de différentes couleurs dans un même bocal, hop, je récupère des pièces qui vont ensuite me permettent d'avancer sur la piste de score. Donc, c'est un jeu à plusieurs étapes
construire ces correspondances avec les différentes parties du gâteau, ensuite installer de façon la plus judicieuse possible les petits cristaux de sucre dans les bocaux pour récupérer les pièces qui vont vous faire avancer sur le plateau de score. Donc un jeu vraiment riche à partir de 6 ans, avec une vraie petite stratégie à plein de niveaux. Nous, on a beaucoup aimé, c'est chez Schmitt. Et à nouveau, ça a eu le spiel, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Voilà pour cette première partie. Pour ce qui me concerne, je vous donne la parole à Laurence. Je vais d'abord reprendre la parole pour vous présenter la fiche du prochain jeu qui s'appelle Splendor Kids. Donc là, il s'agit d'un premier jeu de stratégie, de collecte et de gestion de ressources. Les joueurs sont des voyageurs qui ont pour mission de nourrir les habitants du royaume avant de retrouver la princesse dans son palais. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Voilà la boîte. Et le matériel avec le grand plateau de jeu, les jetons de nourriture, les petits pions et Laurence qui va pouvoir vous présenter le jeu dans plus de détails. Alors, donc, à suivre, on va vous présenter deux jeux fort fameux qui sont sortis donc avec la mention Kids. Et on les a pris parce qu'on les a trouvés géniaux. Voilà. Pour nous, c'est pas parce qu'un jeu qui est devenu un classique sort quelque chose qui s'appelle Kids qu'on le prend parce qu'on est même plutôt circonspect. Mais là, vraiment, ils sont très chouettes. Alors, le plateau, et ils sont évolutifs à chaque fois. Vous voyez, le plateau, il y a 3 morceaux. On peut très bien faire ça au début, le temps que les enfants s'approprient la règle. Voilà. Alors, regardez l'intérieur de la boîte, comme c'est joli. Voilà. Et là, dedans, on a un petit chat, petit quoi, petit rack pour mettre les jetons. Et alors, ils ont fait un truc super. Vous voyez, là, il y a des petits autocollants à mettre. Et on sait le niveau de jetons qu'il faut mettre en fonction du nombre de jeux, ce qui fait que les enfants peuvent être autonomes. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, ça, ce sont nos ressources. On a les petits personnages. Voilà, les petits personnages en bois qui vont démarrer ici. Ils arrivent par la mer, en bateau. Hop, voilà. Et on a chacun un endroit où on dispose ses ressources. On a le droit d'avoir au maximum 8 ressources. Voilà, donc on en a un chacun. Et on a aussi, alors il y a des petits jetons. Ça, c'est pour la variante que l'on va disperser sur le plateau qui vont amener des tornades, des vols, enfin voilà, des tas de choses. Donc ça, c'est quand les enfants ont bien maîtrisé le jeu. Et là, on a encore d'autres formes de ressources sous forme cette fois de tuiles en carton, mais ce sont les mêmes ressources que là, des champignons, des pommes, des salades, des noisettes, de l'eau. Et ça, c'est des pièces d'or qui peuvent servir de joker. Voilà. Alors, à mon tour de jeu, où je prends des ressources, où j'avance. Donc au début, ben, il faut bien prendre des ressources parce que, il va m'en falloir pour avancer. Donc là, vous voyez, il y a des petits, comme des drapeaux, sur chaque chemin, entre les villages et entre les villes. Et pour faire une portion de chemin, je vais devoir dépenser ces ressources-là. Donc je regarde, me dis, tiens, je pourrais aller là. Quand je prends des ressources, je peux en prendre 3 différentes, 2 pareilles ou une pièce d'or. Donc là, par exemple, si je vis ça, je vais prendre, allez, noisettes, euh, salade et eau. Voilà. Donc en fait, les 2 premiers tours, ben, on va plutôt prendre des ressources. Donc voilà, tout le monde joue, c'est encore à mon tour de jouer, je reprends de l'eau, et puis je regarde après, oh, il y a pas mal de champignons après, puis il y a des pommes, allez, je prends champignons et pommes. Voilà. Tout le monde se resserre. Et c'est à moi de jouer. Cette fois, je vais décider d'avancer. Alors, vous voyez, je suis le petit cuistot, donc je fais avancer le petit cuistot. Et donc, je dois dépenser 2 noisettes, une salade et une goutte d'eau. Et hop, j'arrive dans un petit village. Et je remets les ressources
ici dans le distributeur. Voilà. Quand j'arrive sur un village, je peux rejouer. Donc là, je suis trop court pour avancer à nouveau. Donc à nouveau, je vais prendre des ressources avec des jetons en bois. Quand on arrive sur une ville, on ne peut pas rejouer, mais on gagne une petite tuile qui correspond aussi à une ressource. Voilà. Donc là, hop, j'ai gagné une salade et à un moment donné, pour avancer, je pourrais utiliser ma salade. Quand je l'utilise, hop, je la retourne. Mais la fois d'après, quand j'irai à nouveau sur une ville et que je prendrai une autre tuile, je pourrais la remettre comme ceci pour qu'elle serve à nouveau. Le premier qui arrive en haut gagne une médaille, une magnifique médaille, et il ferme la porte. Voilà, là, la porte, elle était ouverte, la porte du château, parce que le but, c'est d'arriver au château. Et là, je ferme la porte. Ça veut dire que ça y est, il y a quelqu'un qui est rentré dans le château et il reste un tour à faire pour chacun. Tous ceux qui arrivent à rentrer dans le château ont gagné. Voilà pour ce plan d'orchidée, un début de jeu de gestion qui est bien fait. Merci Laurence. On enchaîne avec Cascadia Junior. J'arrive pour le partage. Non, excusez-moi, je me suis trompée d'onglet. Je recommence. Il y a 5. Alors, Cascadia Junior, je recommence. Le voilà. Donc, Cascadia Junior, c'est une déclinaison du jeu Cascadia qui a été adapté aux enfants à partir de 6 ans. C'est un jeu de pose de tuiles dont l'objectif est de gagner le plus de pommes de pin en construisant un environnement harmonieux. Voilà la boîte. Comme vous pouvez le voir, le graphisme et l'esthétisme est vraiment magnifique. L'ensemble du matériel avec des jolies cartes, des jolis dessins, des jolies couleurs. Et je laisse Laurence vous raconter de quoi il s'agit dans le détail. Alors, il y a pas mal de matériel. Donc, on trouve au niveau central tous nos animaux. Et voilà, avec. Alors, c'est vraiment. Cascadia Junior, c'est vraiment Cascadia. On retrouve vraiment le jeu, on retrouve tout, mais en plus simple. Et c'est bien, bien réussi. Donc là, on a des ressources. Voilà. Alors, chaque enfant, chaque joueur a une petite, un petit panneau comme ça qu'il peut mettre d'un côté ou de l'autre. Ici, il y a des petits rappels de règles. Donc voilà, j'ai mon petit paysage là que je vais essayer de remplir. Alors là, je suis désolée, j'ai peu le temps de bien ranger, mais normalement, on range bien tout ça. Voilà. Et on retrouve, comme dans Cascadia, les tuiles avec à la fois les paysages et les animaux. Donc, on en prend un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. On en a deux qui sont découvertes et chaque joueur à son tour va prendre une des tuiles. Voilà. Donc, et va commencer à construire son paysage. Donc voilà, imaginons que je prenne celle-là. Voilà. Quand le tour va revenir à moi, hop, euh, eh ben tiens, je prendrais bien un poisson. Donc je vais placer mon poisson tout en faisant. Donc voilà, je fais en sorte que mes poissons se touchent, mais j'essaye aussi de préserver le paysage, hein. C'est pour ceux qui ont déjà joué à Cascadia, vous connaissez le principe. Et au tour encore après, ah eh ben là, tiens, voilà encore un poisson. Et dès lors où j'ai assemblé trois poissons, je gagne un petit poisson que je vais aller mettre dans mon, voilà, que je vais aller mettre dans mon paysage. Donc, comme ceci, petit à petit, le paysage va se remplir de petits animaux. Voilà, le petit tour. Donc, bah, c'est super sympa, évidemment, pour les enfants. Et voilà, je voulais mettre un petit oiseau dans le ciel. Et quand il n'y a plus de tuiles, bah, à un moment, voilà, la partie va s'arrêter. Et à ce moment-là, on va
regarder les paysages. Donc, les paysages vont permettre de gagner, voilà, ces ressources-là. Donc, pour un paysage de 3, 4, 5, on en gagne un, et de 6, on en gagne deux. C'est une histoire comme ça. Et alors, le truc là, complètement différent pour le scoring par rapport à Cascadia, et qui permet aux enfants de gagner des fois, même s'ils jouent contre des adultes, c'est qu'à la fin, voilà, imaginons que j'ai gagné tout ça, papa. Donc, à la fin, on va retourner. Et vous voyez, au dos, en fait, on a eu des petits animaux comme ça. Et au dos, il y a des pommes de pin. Et ce sont le nombre de pommes de pin que l'on va marquer pour faire le score. Voilà. Donc, même si un enfant vis-à-vis d'un adulte a été moins performant et tout, ben, il peut gagner grâce à ce petit système des pommes de pin. Et on a une évolution du jeu possible en se servant des cartes de ce côté-là, où là, il va falloir voilà, faire des montages d'animaux avec des formes prédéterminées pour gagner les animaux. Donc voilà, Cascadia Junior. Merci Laurence. Je vais maintenant vous présenter un jeu qui s'appelle The Line. The Line, c'est un... Oh là là. Attendez, hop, j'ai un problème d'affichage. Hop, je recommence. Donc voilà le jeu sur le site Didacto. Donc The Line, c'est un jeu d'estimation numérique qui va faire appel à la logique et à la culture générale, puisque une fois que vous avez estimé votre réponse, parce qu'on essaie de répondre à des questions, il faut placer votre carte sur une ligne de valeur croissante. Je vous montre la boîte, les cartes, et voilà, et un principe de jeu. Laurence, je te redonne la main. Oui. Alors, donc c'est Frédéric Henry qui a fait ce jeu, hein, celui qui avait fait aussi les timelines fameux. Alors, vous voyez, il y a plein de cartes, hein, il y en a plein. Donc, on en a chacun quatre, seulement quatre. Et le but, c'est d'être le premier à s'en débarrasser. Donc, au départ, et derrière chaque carte, il y a la valeur qui correspond à la question qui est demandée. Donc, on retourne une première carte. Hop, voilà, 30. Et c'est à mon tour de jeu. J'ai quatre cartes en main. Voilà. Et alors, on me demande la date de l'invention du microscope. Bon, je sais forcément que ça va être plus que 30. Donc, je vais le mettre du côté, voilà, 1595. Ah, quand même, j'aurais pas pensé que c'était si tôt. Voilà, donc le joueur suivant va sortir une carte de son jeu, la population moyenne d'un nid en milliers de guêpes. Donc lui, il a le choix de le mettre là, là ou là. Bon, j'imagine que c'est plus que ça. Hop, ah, c'est 5. Voilà. Donc, mais là, j'ai pas dû bien lire la question. Milliers. Ah, en milliers. Et voilà, et je me suis fait avoir. Donc, 5 milliers, c'est déjà pas mal. Donc là, je me suis trompée. Ma carte, elle part à la boîte et j'en prends une dans mon jeu. Voilà. Et on joue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de cartes. Donc, c'est sympa parce que ça touche à plein de domaines. Et par contre, voilà, faut bien lire si c'est exprimé en grammes, en kilogrammes, en centimètres, en mètres, etc. Autrement, on fait bah, comme ce que je viens de faire très spontanément. Voilà pour The Line. Merci Laurence. On enchaîne avec Clear 4, ou plutôt Clear 4, qui est un jeu de cartes de défausse qui va mêler la stratégie de pause et l'observation, un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, avec des contraintes de pause, des cartes spéciales, que Laurence va vous expliquer dans quelques instants. Je vous présente d'abord la boîte et les cartes, les principes de cartes. Là, vous pouvez déjà découvrir quelques cartes spéciales. Et Laurence vous explique tout dans les moindres détails. Laurence, c'est à toi. Alors, des jeux de défausse, des jeux de cartes, il en sort plein. Donc nous, quand on choisit de les référencer, ben, c'est parce qu'on leur trouve un truc différent qu'on n'a pas dans les autres jeux et qui nous ont bien plu. Voilà. Alors, celui-ci, on a 20 cartes par personne et on met 4 cartes comme ceci, 4 cartes comme cela
chacun, hein, et 4 cartes encore, comme ceci. Hop, à découvert. Voilà. Quand on démarre, il n'y a rien sur la table et je vais mettre une ou plusieurs cartes identiques. Donc, par exemple, je pourrais mettre... Alors, je peux me servir des cartes qui sont dans mon jeu et aussi des cartes qui sont là. Donc là, par exemple, je peux faire très fort. Ouais, non, c'est pas drôle. Ah, voilà. Par exemple, je mets un 9. Voilà. Donc, les autres joueurs vont pouvoir mettre également un 9 ou des cartes plus petites. Ce qui est original, c'est que dès lors où on a 4 cartes identiques, c'est pour ça que ça s'appelle clear four, c'est que dès lors où on a 4 cartes identiques, hop, les cartes, elles sortent. Voilà. Si, mais par contre, le joueur suivant, il peut aussi tout simplement jouer, ben voilà, un 7. Voilà, le joueur suivant va peut-être jouer, voilà, on peut prendre dans son jeu, là, un 4. Et dès lors où on joue deux cartes identiques, ou trois ou quatre, on les laisse bien pour voir où on en est. Et à ce moment-là, ça permet de révéler celle-là. Voilà, imaginons le joueur suivant encore, il joue ça, et après l'autre, ben, il est cuit, il ne sait pas jouer. Alors, il peut, s'il a une carte spéciale clear, il peut juste nettoyer le jeu. S'il a une carte push, ah, ça c'est la carte pas sympa du tout, il peut offrir toute la défausse à un joueur de son choix. Et par contre, dès lors où quelqu'un, voilà, imaginons qu'à un moment dans le jeu, j'ai pu faire ça, j'ai mes quatre cartes identiques, à ce moment-là, hop, c'est nettoyé aussi. Donc voilà, il y a ce côté original-là de nettoyer le plateau quand c'est 4. Si je ne peux pas jouer, je le prends dans mon jeu ou je peux l'offrir à quelqu'un d'autre avec une carte spéciale. Et l'autre originalité, c'est qu'à un moment donné, je vais avoir joué toutes mes cartes là, mais figurez-vous que celles-ci, je suis obligée de les jouer à l'aveugle. Voilà. Et si je joue, mettons si on en est là, qu'on a des 8, je prends celle-là, c'est un 2, et ben je ramasse. Voilà. Donc il faut avoir de la finesse et de la stratégie, peut-être essayer de libérer des cartes assez tôt pour les jouer. Par exemple, si c'est à mon tour, si je viens de nettoyer et que c'est à mon tour de jouer, ben là je risque rien avec la carte que je vais mettre. Voilà, donc faut trouver les angles pour se débarrasser le plus vite possible de ces cartes et pas en reprendre. Voilà, pour clear, pour... Et on enchaîne avec 13 feuilles. 13 feuilles, c'est aussi un jeu de cartes de défausse et qui a la particularité que les cartes ne peuvent être posées qu'aux extrémités d'une suite numérique. Et donc là, on va aussi avoir besoin d'observation et de stratégie pour se débarrasser de ces cartes en premier. Et c'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Voilà la boîte et un exemple de principe de jeu avec les jolies cartes qu'on peut découvrir. Le graphisme des feuilles, comme vous pouvez voir, est vraiment très élégant. Laurence, c'est à toi. Alors, c'est un jeu qu'on a trouvé très joli, vous voyez, la gamme des boîtes biseautées de chez Gigamic. Vous avez des feuilles. Alors, les familles, c'est par, vous voyez, c'est par couleur, mais sur chaque carte, il y a une feuille. Euh, et voilà, il y a plein de feuilles différentes avec son petit nom là et la quantité de feuilles qui est dans le jeu. Voilà. On prend chacun aussi un petit jeton comme ça. Voilà, ça veut dire qu'on est en train de jouer. Et le nombre de feuilles que l'on prend dépend du nombre de personnes. Alors, à mon tour de jeu, je peux jouer une ou plusieurs cartes. Donc voilà mon jeu. Voilà, voilà, voilà. Admettons, je joue de 6 là. Voilà. Donc le joueur suivant va pouvoir jouer des valeurs au-dessus ou au-dessous, mais il est obligé, non seulement, il peut aussi, oui, ça je vous dirai après, donc au-dessus ou au-dessous, mais comme là il y a deux cartes, il est obligé de mettre minimum de cartes. Voilà, donc on va dire que ça c'est le joueur suivant. Ben, il a des 2, voilà, parce que vous voyez, le 5 ou le 7 je ne peux pas le mettre parce que c'est qu'une carte. Les deux, je peux les mettre. Donc, hop, voilà, je vais mettre 3 cartes. Donc, ça veut dire que le joueur encore suivant va être obligé de jouer là ou là. On ne peut jamais jouer au milieu. Donc, imaginons que je sois le joueur suivant. Là, je ne peux plus jouer. Donc, je dis, je m'arrête pour ce tour-là. Voilà. Et quand plus personne ne peut jouer,
On enlève ces cartes-là, on recommence à notre tour avec les cartes qui nous restent. Et l'objectif, c'est de ne plus avoir de cartes. Donc voilà, pour 13 feuilles. Le prochain jeu, c'est Mime Battle. Et comme son nom l'indique, c'est un battle de mime entre deux équipes. Donc c'est un jeu d'ambiance qui fonctionne très bien pour les enfants à partir de 8 ans. Et je vais essayer de vous montrer la boîte en grand. Voilà. L'intérieur, le matériel. Et Étienne, je te passe la main. Merci. Donc, en effet, comme tu viens de le dire, Amélie, Mime Battle, Battle de mime. Je crois qu'on a presque tout dit. On se met en deux équipes. Il y a de très, très nombreuses cartes. Ça, c'est juste un des deux tas qu'on a là. Oups. Il y a 300 cartes au final, recto, verso. Donc, on range, c'est une bataille de mime en trois étapes. On fait deux équipes. Il y a une équipe bleue et une équipe orange. Euh, Au départ, les mots que chaque personne désignée dans chaque équipe va devoir, qu'une personne désignée dans chaque équipe va devoir mimer, sont différents, mais font partie de la même famille. Donc il faut quand même regarder ce qui se passe dans notre équipe pour essayer de comprendre si jamais notre mime n'est pas très doué. Donc là, par exemple, j'ai pi, comme le pi de la vache, et de l'autre côté, j'ai la vache. Donc quelqu'un va devoir mimer le pi, l'autre devra mimer la vache. Ensuite, j'ai biscotte et tartine. Voilà, donc on est dans le même champ lexical à peu près. Et à la fin, il y a un même mot, qui en l'occurrence est bobsleigh, que pour le coup, chacun va devoir, les deux personnes vont devoir mimer et leur équipe respective vont devoir deviner. Euh, donc voilà, tout simplement, dès que l'équipe a deviné vache, même si l'autre n'a pas deviné pi, eh bien la première équipe passe au mot suivant, tartine, etc. C'est le premier qui a terminé bobsleigh qui l'emporte. Et dans certaines configurations, il y a une équipe qui devine bobsleigh alors que l'autre en est encore à deviner pi. C'est un jeu qui est très bien fait, encore une fois, beaucoup de cartes, plein de petits détails. Par exemple, le score qui se marque comme ça avec des petits meeples sur le côté de la boîte. Hop, 0, 1, 2 et 3. Euh, donc ça c'est très sympa. Ben voilà, tout simplement une battle de mime de bonne aloi. Voilà, on a bien aimé. Et on enchaîne avec le jeu suivant. Il s'agit de Slapzy. Voilà, c'est un jeu de cartes qui va nécessiter observation et rapidité, car il faut associer une carte image avec une carte texte le plus rapidement possible. Voilà la boîte. Et je vous présente également voilà, le principe des petites cartes texte et des cartes images qu'Étienne va vous détailler. Alors, Slapzy, en effet. Donc là, on est toujours dans les jeux 8 ans et plus, et bientôt on va basculer dans les 10 ans et plus, donc on continue à grimper. C'est la dernière série de jeux qu'on vous présente, donc on est presque au bout, ça tombe bien, l'heure est presque terminée. Chacun dispose de 5 cartes images, et là aussi, il y en a de très très nombreuses, de 5 cartes images recto, verso. Donc voilà, je vais vous les déposer là. Milkshake, chauve-souris, pomme de terre, ail, et puis allumette. Sachant qu'il y a autre chose de l'autre côté. Et puis donc, on tire une carte qui va représenter une caractéristique. Par exemple, n'existait pas il y a 500 ans. Et c'est le premier qui dit quelque chose parmi ces cartes recto verso n'existait pas pendant 500 ans. Donc je pense que le milkshake, par exemple, si je le vite, hop, n'existait pas il y a 500 ans. Il faut se débarrasser le plus vite possible de ces 5 cartes. Deuxième caractéristique, possède des yeux. Ah, chauve-souris. C'est bon, je me suis débarrassé de 2 cartes. Troisième caractéristique, se trouve dans une grange ou sur une plage. Une abeille, on peut avoir un nid d'abeille dans une grange. Alors là, il y en a qui ne sont pas d'accord, on va discuter, etc. Voilà. Donc il faut se débarrasser le plus rapidement de ces cartes. Il y a plein d'autres façons d'y jouer. Par exemple, on peut cumuler deux caractéristiques ensemble. C'est souvent humide et ça possède des doigts ou des nageoires. Donc là, on pourrait dire par exemple que la chauve-souris, ça fonctionne. Peut-être, je ne sais pas trop. Des doigts, ouais, bon, admettons. Ou alors, par exemple,
sortir deux caractéristiques et que l'objet qu'on choisit respecte une des caractéristiques, mais pas l'autre. Donc voilà, il y a plein de façons de mélanger ça. Ça fait travailler les champs lexicaux. C'est un très bon jeu, à la fois simple et assez original dans son fonctionnement. On a bien aimé. Slapzy. Le prochain jeu s'appelle Tech Time. C'est un jeu coopératif qui allie communication et déduction et il plonge les joueurs dans une série de défis autour d'une horloge autour desquels il faut placer des cartes avec logique et précision pour gagner tous ensemble. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants à partir de 10 ans. Voilà la boîte. Le focus sur une des horloges, les cartes qu'il faut poser au fur et à mesure autour de l'horloge. Et voilà, et un exemple de principe du jeu. Et je passe la parole à Étienne qui vous explique tout ça dans le détail. Alors là, on arrive un peu à un stade supérieur quand même. On est sur un jeu, quand Amélie disait pour les enfants, bon, on est sur un jeu quand même très nettement ado-adulte là. Euh, c'est un peu l'enfant illégitime de The Crew et de The Mind. Voilà. The Crew parce que on va progresser sur une série. Au final, il y a 10 pochettes avec à chaque fois 4 missions différentes, donc 40 missions différentes qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Il y en a pour quelques heures, je vous rassure. Et The Mind, parce qu'il y a une partie du jeu où on ne communique pas, où il va falloir poser sans communiquer un certain nombre de choses en espérant que on est dans le vrai. Donc, on a des cartes lune et des cartes soleil, enfin soleil, je sais plus, mais enfin des cartes blanches et des cartes bleues, pour simplifier, qui vont à chaque fois de 1 à 12. Et puis, il va falloir poser ces cartes. Si on le joue à 4, on en a 3 chacun, ça fait 12 cartes, toutes les cartes ne sont pas en jeu. 3 cartes chacun qu'il va falloir poser autour. Vous voyez là, sur ce petit cadran d'horloge, il y a 6 emplacements pour poser les cartes. Voilà, avec à chaque fois, enfin à chaque fois, non, sur certains, mais c'est le niveau 1 sur 40 des contraintes. Par exemple, je sais que sur celui-là, je devrais avoir exactement 3 cartes posées, 3 cartes bleu marine. Sur celui-là, exactement une carte blanche. Euh, il faut que à partir de l'emplacement de l'aiguille, on a donc ces 6 emplacements, et à partir de l'emplacement de l'aiguille, obligatoirement, quand on retournera les cartes qui seront posées face cachée, eh bien, on soit en ordre croissant. D'accord? Théoriquement, on ne doit jamais dépasser 24 quand on additionne toutes les cartes qui seront posées en face du même emplacement. Mais là, pour les premiers sets, pour les premières parties, il y a un petit signe infini qui dit qu'on peut quand même dépasser 24. Il y a plein d'autres contraintes qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure. Par exemple, là, le total à la fin devra être entre 20 et 30. Là, celle-là devra être la première carte posée et celle-là devra être la seconde carte posée. Ici, on devra avoir exactement une blanche et une noire. Ici, on devra avoir le total le plus proche de 6 de l'ensemble des 6 ensembles de cartes qui seront mis là. Voilà. Donc, ça se joue en deux phases, tout ça. Une première phase où les uns et les autres, sans regarder leurs cartes, vont regarder les contraintes et ce qu'ils vont devoir obtenir et, et discuter ensemble. Et voilà. Moi, je pense que là, si on met plus de 14 à ce niveau-là, on est mal, on n'arrivera pas à aller au bout. Moi, je pense que là, on devrait commencer par une carte aux alentours de 4-5 pour voilà. Ils discutent un peu de la façon de procéder. Et ensuite, deuxième partie, on parle plus et on pose, chacun à son tour, sans discuter, les cartes comme on le sent pour finir par obtenir le résultat en respectant toutes les contraintes et en étant croissant du début à la fin sur les 6 emplacements. Donc voilà, c'est passionnant, c'est très mathématique, c'est très original. C'est une sorte de vrai. C'est un jeu qui fait le buzz en ce moment, quoi. Quelque chose auquel on pourra normalement pas échapper, et ça m'étonnerait pas qu'il ait un prix ou un autre. Tech Time, un vrai coup de cœur. On enchaîne avec Polaroid, le jeu. C'est un de nos petits coups de cœur dans l'équipe.
parce que c'est un jeu d'ambiance assez original où chaque photo va devenir le point de départ d'une histoire à construire et à mémoriser. Alors, voici la boîte, très graphique. Les photos, donc voilà, que des photos comme des polaroïdes. Et l'ensemble du matériel que vous allez retrouver dans la boîte et qu'Étienne va vous expliquer. Alors, Polaroid, c'est un petit coup de cœur, surtout à cause du look. On aime beaucoup la boîte et le matériel qui nous ramène un peu dans les années 70-80. Et même le petit timer, regardez comme il est mignon, c'est un petit timer Polaroid. Ça sert à rien d'autre qu'être un timer. Il faut mettre une pile, on s'en est passé, on peut aussi fonctionner autrement, mais objectivement, il est très sympa. Après, on a plein de cartes qui vont nous servir assez classiquement à construire une histoire. Chacun a 3 cartes en main. Euh, et les met au fur et à mesure en racontant une petite histoire. Donc là, on a un marié qui est triste. Qui est triste. Pourquoi? Parce que, eh bien, finalement, sa femme vient de mourir et donc la fête est annulée. Et pourtant, c'était le nouvel an chinois. Et donc, je pars en Égypte pour manger un bon couscous, etc., etc. Donc, on raconte comme ça l'histoire au fur et à mesure. Ensuite, on retourne toutes les cartes et il va falloir se souvenir de l'histoire qu'on a racontée. C'est classique, c'est sympa. Ce qui est sympa aussi, évidemment, c'est le format Polaroid. Et rien ne vous empêche de rajouter vos propres photos à l'histoire. C'est ce qui est vraiment conseillé dans la règle du jeu. Et puis, il est vraiment très looké, quoi. Donc, voilà pour Polaroid. Et le petit dernier, le plus proche gagne. Donc là aussi, on est sur un jeu d'ambiance, un jeu de quiz par estimation. C'est des équipes qui s'affrontent en essayant d'estimer la bonne réponse à une question. Et celle qui va s'en approcher le plus va remporter la médaille. Donc voilà la boîte, le matériel du jeu avec les médailles, les petits écriteaux pour écrire sa réponse. Et Étienne, je te laisse raconter la suite. Ok, c'est le dernier de la série. Et après, il y aura encore juste deux petites suites. Et c'est terminé dans quelques minutes. On n'a pas beaucoup chez Didacto de jeux de quiz ou de questions, donc on était content de trouver celui-là qui nous a semblé intéressant. Donc on est par équipe, et ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 20 personnes, par exemple en 4 équipes de 5, puisque c'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre. L'idée, c'est pas d'avoir la réponse exacte, en général, on la connaît pas, c'est de pouvoir, comme son nom l'indique, s'en approcher, puisque le plus proche gagne. Donc en 2024, combien y avait-il de centenaires au Japon? Voilà. Mais écoutez, je vous laisse y réfléchir. 1400? 650? Vous êtes très loin du compte. 95 119 centenaires au Japon. Donc l'équipe ou la personne qui était le plus proche remporte, c'était une question bleue, remporte la petite médaille bleue. Elle la met devant lui. Et lorsque cette même équipe aura remporté une deuxième médaille bleue de suite, eh bien, elle pourra mettre sa médaille autour du cou et celle-là, on ne pourra plus lui prendre. Voilà. Donc, au fur et à mesure, chaque équipe s'attribue des médailles et lorsqu'il répond à 2 questions du même style de suite, eh bien, elle a les médailles. Donc voilà, des questions qui sont pas bêtes, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, hein. Euh, Tenez, quelle part de la population française se douche au moins une fois par jour? Ah ah, voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 97%? Nous sommes, nous sommes à 76% des Français qui se douchent une fois par jour, mais 73% des Français et 80% des Françaises, ça donne à réfléchir. Voilà pour le plus proche gagne. On termine tout simplement par 2 suites. Unlock, on ne vous le présente pas, une nouvelle série d'aventures, Enchanted Adventure. Et un truc qu'on a beaucoup aimé, c'est mon premier Unlock, qui est un unlock à partir de 4 ans pour initier un peu les enfants euh, à des jeux d'indices, en quelque sorte. On ne peut pas vraiment parler d'enquête. C'est Bernard le canard qui va devoir aller chercher son cartable. On est à ce niveau-là. Mais c'est 4 ans pour les enfants donc, qui ne sont pas lecteurs et qui vont pouvoir s'orienter dans l'histoire grâce à des symboles qui vont pouvoir connecter. Voilà, on a beaucoup aimé, il est très bien fait mon premier unlock. Donc c'est la suite. Il y a mon premier unlock, puis on a Unlock Kids qui sont déjà des pré-unlock, on est plus dans l'enquête, et enfin le unlock classique. Mais celui-là est
est un vrai succès. Voilà, merci beaucoup pour ce qui me concerne. Je repasse la parole à Amélie pour conclure, mais mille merci d'avoir été là. J'espère que les jeux vous ont intéressé. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Exactement, merci Étienne. Alors en tout cas, dans le chat, il n'y a pas de questions. Cependant, évidemment, on reste à votre disposition à l'issue du webinaire pour y répondre par mail et par téléphone, évidemment. Vous recevrez dans quelques jours un lien par mail avec le replay de ce webinaire et également, comme je vous le disais en début de webinaire, pardon, un PDF du catalogue avec l'ensemble des jeux qu'on vous a présentés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très bientôt.